Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos saison 3, épisode 9, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Comment tu vas, Douglas ? Bah ça va super, toi aussi ? Ouais, ça va. Ouais, écoute, ça va. en pleine forme, franchement. Moi, je suis à quelques jours de partir en vacances. Ça va faire du bien. Comme tu le sais, en plus, je vais expérimenter Hasselblad pendant ces vacances. Écoute, hâte de voir un peu de quoi parlent les gens. Bon, le produit a 9 mois déjà, mais écoute. Tu verras, c'est une belle expérience. J'avais envie de tester, de me faire mon propre avis. On est parti pour un épisode. Ouais, vas-y. Ouais, et puis je voulais quand même, parce que précédent épisode, on était très contents, beaucoup bel engouement, pas mal de commentaires, ça a bien réagi, on est très contents. Voilà, je tenais à le dire, on est hyper contents de voir que le podcast vous intéresse toujours, que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et à commenter, à participer à cette aventure avec nous. Et voilà, c'est vraiment un projet qui nous anime au quotidien et vraiment merci pour tout ça. Ouais, franchement, quand je lis les commentaires et tout, les échanges, c'est trop bien. Trop bien. D'ailleurs, j'arrête pas de te le dire, mais c'est incroyable, il y a des gens qui nous écoutent. C'est trop bien. On est parti pour un épisode qui va être riche, celui-là aussi. Franchement, très content de ce numéro-là à venir. On va voir que, alors pas content de ça évidemment, mais on va voir que les résultats de Nikon vont pas bien. Que DJI se fait pirater. Ça, c'est étonnant comme histoire. La manière de filmer les JO est dingue. On va voir que c'est la fin de la 8K. Et c'est pas une blague. Et évidemment, comme d'habitude, l'IA énerve tout le monde, mais évidemment, il y a beaucoup de sujets à traiter. Comme d'hab, le lien vers le répondeur, vous avez été nombreux à nous laisser des messages, donc c'est très très cool. N'hésitez pas, lien en description. Et vous pouvez retrouver ce podcast au format audio sur toutes les plateformes, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer. Je vois des témoignages de temps en temps qui disent que apparemment des fois il y a du délai avant que ça arrive sur certaines plateformes, mais ça arrive. Et donc aujourd'hui ouvre le CP+ 2026 au Japon, donc le plus grand salon entre guillemets de la photo qui existe dans le monde. Donc il a lieu de aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et évidemment, tous les constructeurs essayent d'avoir leur petite annonce pour ce CP+. Alors cette année, on n'a pas eu de grosse annonce ou vraiment de trucs très marquants. Mais tout le monde a quand même, sauf Sony, tout le monde a son petit truc. Fuji arrive avec son objet insolite dont on avait parlé dans le dernier numéro du podcast. Canon a quand même 2 nouveaux objectifs, un 14 mm et un zoom fisheye. Nikon vient d'annoncer son 70-200 f2.8.2. Lumix, lui, arrive avec un micro 32 bits qui vient directement pour ses boîtiers. Ouais. Et Sigma, 3 optiques. Sigma, à chaque fois, ils envoient fort quand même. 3 optiques. Alors, il y a 2 optiques qui sortent tout de suite. Ouais. Un 15 mm, 1.4 pour les capteurs APS-C. Donc, y compris Canon. Ouais, donc, c'est un peu l'évolution. En fait, là, pour le coup, c'est pas vraiment c'est une nouvelle optique, mais pour moi, je pense que c'est un remplacement de la gamme des DCDN qui existe. Il y avait un 16 jusqu'à présent. Je pense que le 15 va venir remplacer celui-là. Et la particularité qu'il a, c'est que du coup, on retrouve la bague de diaph comme on avait sur il y a eu 1 ou 2 optiques précédemment sur lesquelles ils l'ont intégré aussi et qu'on n'avait pas sur les autres gammes DCDN. Donc le 16 n'en bénéficiait pas. Tu l'as peut-être. Il est très compact. Très compact et la petite bague de diaph. Top pour Fuji pour le coup aussi. Ouais, incroyable la compacité de ce truc-là. 200 grammes. Il est bien pricé. Je crois qu'il sera à 499 €. Je t'avoue qu'au début, j'étais pas très excité. Et finalement, quand je le reçois, que je vois la compacité et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même une sacrée optique. Donc, ils renouvellent leur 35 mm f1.4 cette fois-ci en plein format. Et ils annoncent le développement du 85 mm f1.2. Et ça, je pense que ça va être une optique qui va être très, très attendue. Il n'y a pas d'horizon, il y a rien d'autre que l'annonce de développement. Mais ils vont avoir un 85-1.2. Et le 35, à l'heure où on se parle, je l'ai pas encore vu. J'ai pu voir quelques images très très compactes apparemment par rapport à l'ancienne génération, la version 1, vraiment optique plus compacte qui devrait, à mon avis, bien plaire aussi. Et puis autre annonce en même temps un peu insolite côté Sigma, une Sigma Farm, donc une ferme Sigma rachète une exploitation. Pour la petite histoire des détails que j'en connais un petit peu, il s'avère qu'aux abords de l'usine à Ezhou, je crois, et il s'avère que cette exploitation, en fait les gens qui la géraient n'arrivaient plus à en vivre, ça devenait très très compliqué pour eux et plutôt en fait de la laisser à l'abandon. Tu crois que c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça, mais bon, c'est l'administration quoi. Et donc plutôt que de la laisser à l'abandon, le président de Sigma, Katsuto,
a décidé de racheter purement et simplement cette exploitation et de la continuer à la faire vivre. Voilà, c'est vraiment dans son ADN. C'est un monsieur, moi, que je trouve incroyable, qui a vraiment un sens de la vie. Il est très très humain. Il est vraiment un personnage incontournable, moi je trouve, de la profession. Et dans un sens, ça m'étonne pas, le connaissant, de vouloir perpétuer un petit peu la tradition et pas laisser des choses mourir à l'abandon. Donc voilà, après, d'après ce que je sais aussi, il y a peut-être à terme du saké qui va même être produit là-bas. Donc voilà, étonnant pour être signalé, mais ça montre aussi du coup l'ADN et toutes les valeurs de Sigma. Ouais, c'est ça. Ça reste une boîte familiale qui est pas cotée en bourse, qui est pas uniquement là pour faire le maximum de profit. Il traite correctement les salariés qui sont là-bas. Il a jamais voulu, tu vois, partir du Japon pour gagner, pour mettre les usines en Thaïlande ou je sais pas où, pour gagner plus d'argent. Et donc finalement, c'est cohérent que l'environnement autour de l'usine lui importe et que ils se disent je vais faire des fermes, je vais faire des trucs écologiques. Ça va donner de la valeur finalement à son écosystème parce que j'imagine que les gens qui viennent travailler dans cette ferme, dans cette usine-là, s'il y a rien autour, tu vois, c'est quand même moins valorisant. Donc ouais, ça m'étonne pas. En tout cas, s'il y avait une personne, enfin un acteur sur le marché qui pouvait faire ça, c'était eux. Ouais. Donc ouais, très cool. Et Tamron, parce que vient d'annoncer un 35-100 mm f2.8. Ils ont un plan où ils ont annoncé qu'ils allaient mettre sur le marché 10 nouvelles optiques en 2026, donc c'est la première. Et ce 35-100, il sort en monture Sony, mais en monture Nikon aussi, plein format en même temps. Donc voilà, 35-100 mm, encore une fois, c'est une plage focale très différente. C'est pas facile, moi, je pense, de vendre ce genre d'optique. Ouais, elle vient se mettre entre deux eaux, en fait. C'est ni un grand angle, ni un télé. C'est vrai que c'est un peu, c'est particulier. Maintenant, le prix, la compacité fait que bon, ça peut être pour de la photo, quelqu'un qui fait de la photo de rue. Bon, il a peut-être pas forcément besoin d'avoir un ultra grand angle de descendre à 24. Un 35 peut suffire. Il y a besoin d'un petit télé. Ça ouvre à 2.8. C'est pas très gros. C'est dans un budget qui reste accessible. À suivre. Ouais. Moi, j'ai adoré l'optique, hein. Mais je me mets à la place de Tamron. C'est pas facile ça reste une niche et c'est pas facile de se faire connaître et de faire comprendre aux gens à quels besoins elle répond. Donc, ouais, je pense que ça va pas être évident. Et donc, le seul qui est pas dans cette liste-là, qui a rien de nouveau à présenter, c'est Sony, qui certes avait annoncé au mois de décembre son A7 V, mais voilà, c'était il y a 3 mois. Et donc voilà, écoute, j'imagine qu'ils proposeront des nouveautés plus tard, mais ça reste étonnant d'avoir Sony qui arrive avec pas de nouveautés sur ce CP+. Forcément, tout a été mis sur le CP+, il n'y a pas d'autre actualité matérielle que le récap là que je viens de vous faire. Si ce n'est Benro qui arrive avec un nouveau concept. Alors, juste pour dire un truc, la dernière fois qu'ils sont arrivés avec un nouveau concept... Ils l'ont jamais sorti, hein. C'est ça. C'est le trépied Theta, le premier trépied qui se mettait à niveau tout seul et compagnie. Moi, je l'ai kickstarté 2 fois. Je l'ai pas reçu. Et là, ils viennent... Alors, non, pas remboursé. Mais là, ils viennent de me faire un mail pour me dire est-ce que je veux pas échanger un trépied contre le système des filtres ND. Donc, ça doit vouloir dire on n'arrive pas à le faire, hein, parce que c'était il y a presque 4 ans. Donc voilà. En tout cas, ils arrivent avec un nouveau concept, nouveau produit, système de filtre électronique à densité neutre. Donc, c'est un filtre variable ND, hein, mais qui s'ajuste automatiquement. C'est-à-dire que le concept, c'est, il y a un petit capteur qui va mesurer la lumière ambiante directement qu'on met sur la grippe flash. Et on le voit ici. Alors, on va le voir en petit, j'imagine, sur le podcast. Mais typiquement, on peut arriver avec un ND fort au début du coucher de soleil. Et au fur et à mesure que le soleil diminue, automatiquement, on voit la valeur du ND qui, ici, descend. Et ben forcément, ça s'adapte tout seul et ça paraît être un système qui est très intéressant. Ça ressemble à une Madbox de visu, donc on n'est pas sur un filtre ND circulaire. Mais écoutez, c'est innovant. Je crois que c'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a beaucoup de caméras Sony qui ont ce genre de système. Il y a Panavision qui avait ça, mais pour le grand public démocratisé, Benro, a priori, est sur une solution qui est quand même assez nouvelle, assez innovante. Après, est-ce qu'ils arriveront à le livrer? C'est vrai que maintenant, forcément, il y a le doute, quoi. Voilà pour l'actu matos. Quelques nouvelles qui rentrent dans aucune catégorie. La première, ça ressemble à rien, mais je pense que c'est très symbolique un peu de où est-ce qu'ils en sont en Chine. Il y a un agriculteur
qui visiblement déplaçait ses cochons avec des drones. Et littéralement, on voit le cochon qui est pendu à un fil, à un drone. Sauf que le drone s'est prise dans un fil électrique et ça a causé une panne d'électricité massive sur toute la région. Et ils ont galéré à savoir comment on fait pour aller débloquer ce cochon qui est pendu, je crois, genre à 80 mètres de haut. Donc il a fallu des grues spéciales, ça a été un enfer. Donc bon, voilà, juste une actu un peu insolite. Et on va rester dans l'animalier, mais dans un tout autre registre, parce que je pense qu'il serait scandalisé par les cochons qui volent à d'autres drones. On va parler de Vincent Munier, qui est le photographe animalier et probablement le plus célèbre de France et peut-être un des plus célèbres au monde. En tout cas, moi, c'est son travail que je connais le plus, qui a sorti un documentaire qui s'appelle Le Chant des forêts, qui parle des forêts vosgiennes dans lequel il va en quête des animaux et notamment de tous les chants qu'il peut y avoir à l'intérieur de la forêt. Et son film sorti au cinéma, d'ailleurs très bien noté, j'ai vu que sur Allociné, il avait une note extraordinaire. Et ben mine de rien, c'est un succès énorme. C'est en fait le premier documentaire depuis 10 ans qui franchit la barre du million d'entrées dans les salles de cinéma. Donc il a de bonnes chances de pouvoir battre le record de cette catégorie-là qui était justement aux alentours du million. Le film est nommé 2 fois pour les Césars. Il est nommé pour le prix du meilleur documentaire et pour le prix du meilleur son. Donc c'est un film, comme je vous le disais, qui se déroule au cœur des forêts vosgiennes. Parce que c'est ici que le photographe y a mené ses premiers affûts. Donc c'est un milieu qu'il connaît très bien. Et en fait, dans ce film-là, il y a aussi une espèce de transmission. C'est-à-dire qu'il transmet le savoir qui a été transmis par son père et lui, il le transmet à son tour à son fils Simon. Donc, il y a vraiment son fils qui est un des acteurs principaux de ce film-là. Et c'est vrai qu'il y a un côté rafraîchissant des bonnes valeurs, tout simplement, à la fois de respect de la nature, mais aussi de la transmission à sa descendance. Et donc, on les voit se lancer sur les traces des cerfs, sur les traces des lynx, sur les traces des battements d'ailes d'un oiseau légendaire, le grand tétras. Et donc voilà, c'est un film qui, mine de rien, on n'est pas sur un Marvel, on n'est pas sur une IA et compagnie, et pourtant les gens sont allés le voir. Donc voilà, si vous n'aviez pas entendu parler du Chant des forêts, c'est vraiment une parenthèse enchantée qui est hyper rare, je pense, actuellement au cinéma. Et donc, sujet moins réjouissant, dans le non-matos, Nikon annonce d'importantes pertes et revoit ses prévisions à la baisse. Je vous avoue que celle-là, je l'ai pas vu venir parce que j'étais convaincu que Nikon avait passé la phase très difficile. Et là, je dois dire que force est de constater que l'année 2025 se passe pas bien pour eux. En l'occurrence, ils ont publié les résultats financiers du 3e trimestre, donc l'exercice, donc là, ils sont dans le dernier trimestre. Et le bilan est catastrophique. C'est pas moi qui le dis, c'est le mot employé par l'article. Le chiffre d'affaires a chuté de 183 millions de dollars sur les 3 premiers trimestres et la société a enregistré des pertes de près de 660 millions de dollars depuis le début de l'exercice. Donc c'est vrai que quand on dit comme ça, Nikon évoque la baisse des ventes comme facteur contributif. Donc évidemment, les pertes sont un peu préoccupantes, mais c'est vrai que l'analyse seule du 3e trimestre montre que la situation, elle va pas en s'améliorant, puisque rien que sur le 3e trimestre, ils ont perdu 629 millions de dollars. Donc en tout cas, c'est le déficit qui est constaté. Il faut savoir quand même que la division produit imagerie est la seule qui dégage des bénéfices, même si le chiffre d'affaires de toute la partie imagerie et le profit ont nettement reculé par rapport à l'année précédente. Nikon attribue ce recul en partie à la baisse des prix de vente moyens de ses produits d'imagerie et des coûts marketing plus élevés que prévu, 2 facteurs qui sont liés à la concurrence accrue sur le marché de l'imagerie. Ah ouais, donc la division image, elle est pas en déficit pour le coup. Non. Ouais. Non. On va rentrer dans le détail parce que ça m'intéressait d'essayer de comprendre. Et donc non, la division image, elle continue de gagner de l'argent. Mais son bénéfice d'exploitation, qui est aux environs de 70 millions de dollars, malgré tout, ça fait une baisse significative de 35% par rapport au même exercice l'année dernière. Donc voilà, elle perd pas d'argent, mais c'est quand même moins 35%, c'est une baisse qui est significative. Donc Nikon anticipe que les ventes de Z5 II, de Z52 et de ZR sont bonnes et que les perspectives sont bonnes.
N'empêche que ils ont revu à la baisse toutes les prévisions et que le problème, c'est que ces 3 produits entre guillemets entrée de gamme, c'est des produits qui sont dont les prix sont pas très élevés quoi. Là, en fait, il faut vendre 2 ZR pour avoir la valeur d'un Z8. Je schématise, mais c'est pas loin de ça. Oui, c'est c'est sûr. Et donc je pense que les constructeurs, mine de rien, ils ont besoin de locomotives. Tu vois, ils ont besoin de Canon R5 II, ils ont besoin de... Là, c'est des produits à chaque fois qui sont aux alentours de entre 1000 et 2000 euros ou 2000, 2500 euros selon les offres qu'on va avoir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur des très hauts de gamme et probablement que Nikon souffre de pas avoir de renouvellement aujourd'hui du Z9 II, du Z8 II. Alors évidemment, ça va venir, mais on voit que là, clairement, les ventes souffrent de pas les avoir. Il y a quand même un point rassurant, tu vois, je me suis demandé le cours en bourse, comment finalement il a réagi, et ça va très bien, en tout cas. En bourse, c'est vrai que sur 6 mois, tu vois, ils ont pris 36%, et sur un an, ils ont plus 28%. Donc, en tout cas, le cours en bourse réagit pas particulièrement à ces mauvais résultats. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer un peu pourquoi finalement il y a cette perte. Et ce que ChatGPT me dit, c'est que Nikon a une branche dans l'impression 3D métal. Et c'est cette branche-là qui, a priori, s'est complètement cassé la figure. C'est pas vraiment de l'argent qui a été perdu, d'après ce que me dit ChatGPT. Donc, c'est pas un cash finalement qu'ils ont perdu. C'est juste que la valeur économique attendue du développement de cette activité-là de 3D, elle est vraiment nettement inférieure à celle qui était anticipée et tous les voyants de cette partie-là sont vraiment dans le rouge. Et si on regarde un peu dans le détail, ils ont perdu 103 milliards de yens sur cette partie de 3D en métal. C'est vraiment elle qui constitue le gros problème parce que cette partie-là, probablement qu'ils vont devoir l'arrêter, mais elle est vraiment, elle plombe tout le bateau Nikon en fait. Sauf si, après, je connais pas cette division, je sais pas ce qu'ils en font clairement. Sauf s'ils ont eu un projet dans cette division qui a nécessité beaucoup d'investissements, qui soient matériels, humains ou autres, R&D, mais qu'en fait, les résultats qu'ils projetaient ne sont pas arrivés cette année-là, mais arriveront peut-être l'année d'après, et ça va faire que le décaler un petit peu, ce qui fait que, là, tout de suite, en fait, ils ont investi, mais il n'y a pas le retour sur investissement sur l'année en question. Donc, grosse perte. Ouais, non, d'après ce que je comprends, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il avait valorisé et imaginé des résultats et là, justement, ils viennent de constater dans les comptes que ça arrivera pas. Que la croissance future attendue, elle sera beaucoup plus faible, que la concurrence, elle est beaucoup trop forte et que finalement, voilà, ça ira pas sur ce marché-là, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas facile, hein, je sais, mais j'ai essayé de creuser, de pas rester juste à la surface. Donc voilà, la partie imagerie, elle est, elle gagne des revenus. Toutes les autres parties, finalement, des revenus de Nikon fonctionnent bien. Donc voilà, il y a probablement un truc où... C'est vrai que Nikon est une des entreprises la moins diversifiée du secteur. Elle dépend vraiment beaucoup de toute la partie imagerie. Je crois que Canon, si je dis pas de bêtises, ils ont un gros secteur sur l'impression qui est plus gros que la partie imagerie. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, tu vois, c'est pas le cas chez Nikon. Donc voilà, quand même des résultats qui sont pas bons. Sur un autre sujet, vous l'avez forcément vu, on a eu une IA chinoise qui s'appelle Seedance qui a été annoncée là, qui est absolument révolutionnaire. Et on dit ça à chaque IA, mais c'est vrai que c'est la première IA qui est capable de vous générer des films avec un seul prompt. C'est-à-dire que là où les anciennes IA, enfin les anciennes, je te parle des IA qui sont sorties il y a 3 semaines. Là où les IA qui sont sorties il y a 3 semaines, elles font un seul plan et c'est pas toujours facile d'enchaîner les plans et compagnie. Là, tu lui donnes un prompt à cette IA-là et elle est capable de changer les valeurs de plan et de te créer un vrai film, en fait. Et c'est vrai que c'est une folie. Donc c'est chinois, il faut savoir que c'est fait par la maison mère qui fait TikTok. Donc c'est pas n'importe quelle boîte. C'est fait par TikTok, en fait. Cette IA-là. Et clairement, les Américains, comme toujours, ça vient pas d'Amérique. Donc ils voient rouge. Et en fait, eux, ils considèrent que cette IA-là a probablement absorbé tous les films de l'histoire de l'Amérique. Et maintenant est capable, finalement, de générer n'importe quel film qui ressemble à un film américain. Donc, l'association des films américains et Disney ont déjà lancé des poursuites pour une infraction de copyright massif. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que eux, toutes leurs IA, elles font pas mieux. Eux aussi, ils sont en train, mais bon,
J'imagine que eux, ils ont le droit de se pomper eux-mêmes, mais les autres, ils ont pas le droit de les pomper. Donc voilà, en tout cas, il y a cette guerre-là, et c'est vrai que ça pose des questions. Hein. Je sais pas si vous avez regardé un peu ce qu'on est capable de faire avec cette IA-là, mais ça pose vraiment des questions sur l'avenir des cinémas. Est-ce que dans 10 ans, on aura encore des plateaux de tournage réels avec des acteurs, ou est-ce que tous les films seront pas une succession de prompts réalisés dans des bureaux? Et c'est un peu la fin de ce truc-là. Hein. Autrefois, produire des images et des effets spéciaux, ça nécessitait des centaines de millions de dollars. Là, on a l'impression que maintenant, avec quelques prompts, ça va être fait avec quelques centimes en fait. Et des films qui avant nécessitaient des productions avec des organisations, des lights et compagnie, on n'en aura plus besoin. Et ouais, ça pose des questions sur tout l'avenir du secteur. Je sais pas où on va avec tout ça, mais on y va. Hein. Ah ouais, moi je suis persuadé que c'est terminé. Il y aura plus de plateau de tournage. Non mais impossible. même, ouais, mais tout est lié. Est-ce qu'il y aura des gens est-ce qu'il y aura encore des caméras quoi? Tout ce qu'on fait aujourd'hui. Pas pour faire du cinéma. Non mais pourquoi? Ah si, pour les moments de vie, allez, ok. Toi, tu vas jamais photographier ton mariage avec une IA, tu vois. Ouais. Mais oui, les événements de vie. Faire de la qui est réel risque rien. Le mec qui fait son comité d'entreprise, il va avoir besoin de photos. Toi qui vas vouloir photographier tes vacances, tu vas avoir besoin de photos. Tout ce qui est réel, ça va. Mais tout ce qui est fiction, il y aura plus une seule pub qui sera pas faite par l'IA. Impossible. Mais c'est vrai que le sport, tu vois, tu risques rien. Non, les stades, tu risques rien. Tout ce qui est réel. Tout ce qui est réel, tu risques rien. Tout ce qui est fiction. Bon, autre sujet, on passe un peu du coq à l'âne dans ce podcast, mais c'est des news qui sont très différentes et à chaque fois, je trouve intéressantes. Je sais pas si vous avez vu. Vous savez que dans les aspirateurs robots, on a maintenant des caméras. Tous les derniers, là, depuis 2 ans, ils ont des caméras qui permettent de voir un peu. Ça permet d'aller voir tes animaux ou quoi. Et il y a une faille qui a été trouvée qui permettait d'accéder à toutes les caméras des aspirateurs robots DJI. Donc, il y a probablement un mec qui avait accès, par exemple, à chez moi. Très clairement. Et donc, en l'occurrence, Sami Asdoufal, lui, il voulait juste jouer. C'est un bidouilleur. Son but, c'était d'arriver à contrôler son DJI Romo, donc l'aspirateur robot de chez DJI. Il voulait simplement pouvoir le contrôler avec une manette de PlayStation 5. C'était un défi. Et il se dit, il utilise une IA qui s'appelle Claude, qui décortique finalement les protocoles de communication de DJI pour essayer finalement de s'amuser avec sa manette de PlayStation, de contrôler son robot. Mais avec le code finalement généré par l'IA, il s'aperçoit qu'en se connectant au serveur de DJI pour accéder à son robot, c'est pas son robot qui répond en fait. C'est une armée de 6700 appareils qui sont répartis dans 24 pays. Et lui, en fait, il a rien piraté. Il n'a pas essayé de forcer la moindre porte ou voilà. Il n'a pas essayé de récupérer des numéros de série, machin. Mais d'un coup, alors que lui, il voulait juste accéder à son robot, il s'est retrouvé avec 6700 appareils dont il pouvait contrôler la caméra, contrôler les mouvements, voir absolument tout, hein. Et si on gratte sous la surface, en fait, apparemment, DJI utilise un protocole qui est nommé MQTT. C'est un protocole qui, on va pas rentrer dans les détails, je pense que c'est pas très intéressant. Mais en fait, il s'est aperçu qu'il y avait une faille là-dedans. C'est-à-dire que lui, il voulait juste accéder à son robot, mais en fait, il s'est aperçu qu'une fois qu'il avait passé la barrière d'identification pour son robot, en fait, il avait accès à tous les robots du monde. Et voilà, clairement, c'est une faille qui arrive pas au bon moment pour DJI parce qu'on rappelle qu'ils viennent de se faire bannir des USA parce que justement, il y a des soupçons d'espionnage et compagnie. Et là, voir un utilisateur lambda finalement arriver à prendre le contrôle. Qu'est-ce que ça doit être dans les hautes sphères de chez DJI? C'est ça, ouais. Tu te dis si un mec lambda, il a réussi à faire ça, le mec de DJI, il doit avoir une interface, ça doit être la NASA, tu vois. Il doit avoir accès à tout. Jamais ça arrive sur les iPhones. On a tous des smartphones et compagnie, on n'a jamais entendu ça sur un smartphone. Donc, ça veut dire que c'est pas possible, on sait rien, mais. Ouais, mais à mon avis, c'est pas possible. Parce que il faut laisser des backdoors, tu vois. Il faut laisser la possibilité. Et là, clairement, écoute, ça envoie un message qui est quand même, je sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, c'est du délire, comme dit l'article. Un mot sur le grand concurrent, et on en parlait dans le dernier podcast, Insta360. Et je vous disais que le PDG avait fait un leak. Et ils ont tenu leur conférence, leur assemblée générale annuelle
un espèce de grand show finalement avec tous les investisseurs, tous les gens qui travaillent dans la boîte. Et lors de cette assemblée générale annuelle, il a présenté donc la Pocket dont on parlait en rumeur la dernière fois. Ils l'appelleront Insta360 Luna. Donc la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il y aura un double objectif. Donc clairement là, maintenant on a des photos de la caméra photo officielle. Donc ça sort avant l'été. Et il dit que ça sera pas aussi nul que ce que fait DJI. Il est clairement dans la confrontation directe avec ce que fait DJI. Il a eu des mots qui étaient assez violents, tu vois, vis-à-vis de DJI. On sent que la tension entre les deux est probablement très forte. Ouais, c'est quand même. Après, c'est peut-être le jeu et de la provoque, mais autant il y a des produits sur lesquels il aurait pu appuyer en disant ça sera pas aussi nul que ce que fait DJI. Aller le dire sur la Pocket 3, qui est quand même un succès mondial et qui s'est vendu à des niveaux impressionnants, c'est. C'est cool. Voilà, c'est le mot que j'avais en tête. J'ai essayé d'en trouver un autre, et donc c'est exactement celui-là. C'est couillu, oui. Ouais. J'espère pour lui qu'il se trompe pas, parce qu'il aura l'air un peu con. Voilà, pareil. En tout cas, si on se pose la question de est-ce qu'ils vont bien chez Insta360, la réponse est oui. Ils viennent de faire le chiffre d'affaires record en 2025. Vraiment, ils n'avaient jamais fait ça. Le 4e trimestre, c'est le plus lucratif de l'histoire d'Insta360. Ils sont sur une très forte progression. Donc, ils ont 10 trimestres d'affilée qui présentent une progression qui est au moins de 25%. Et il dit que les investissements en R&D pour 2025 dépassent le total des 3 années précédentes. Ce qui veut quand même dire qu'ils sont en train d'investir massivement pour se développer et créer des nouveaux produits. Donc le premier produit pour l'instant qu'on voit, c'est ce Luna, même si on n'en sait rien de plus. Mais on voit que c'est quand même une sacrée force de frappe chez Insta360 et qu'à visiblement les affaires vont bien. Autre histoire liée à Panasonic. Je sais pas si vous avez vu, on a vu popper à un moment donné là des articles comme quoi le Panasonic S1 II s'arrêtait, comme quoi le produit était discontinued. Et ça a surpris tout le monde. B&H l'a noté comme discontinued. Un magasin japonais parmi les plus grands du Japon l'a noté comme discontinued. Forcément, ça interroge. C'est pas des petits acteurs. C'est ça, c'est pas le petit acteur du coin, c'est des grands magasins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le S1 II, il est fabriqué en Chine. Et visiblement, l'usine de Chine a arrêté. Et maintenant, ce produit-là sort d'une nouvelle usine qui a été transférée au Vietnam et qui a une référence différente, en fait, entre les produits. Donc bon, ça change rien, c'est les mêmes composants, c'est les mêmes produits, tout est pareil. Mais c'est pas fabriqué au même endroit. Et comme c'est une nouvelle référence, ils sont obligés les concessionnaires, ils ont créé une nouvelle fiche produit avec nouveaux arrivages et le logiciel a automatiquement mis une nouveauté. Ouais. Et l'ancienne fiche a été automatiquement noté comme arrêté. Donc l'appareil, lui, il a subi aucune modification. Seul le pays d'origine où ça a été construit a changé. Mais ça a fait pour le coup, on n'a pas eu ça en Europe. Écoute, je sais pas. Peut-être que vous l'aurez après. C'est des choses qui arrivent. Parfois, il suffit que effectivement, il y a un maillon de la chaîne de fabrication qui change, l'usine de fabrication ou l'écran qui n'est plus acheté chez tel fournisseur, même si c'est exactement le même. Tous ces trucs-là sont très réglementés. Et en fait, dès qu'il y a une modification sur un produit, en fait, je pense que la loi oblige les fabricants à le signaler et à également changer ce qu'on parle l'EAN, la référence, le code barre unique du produit. Et du coup, effectivement, si c'est ça, ça oblige les revendeurs à devoir les changer aussi et donc à créer cette fameuse référence. Mais en Europe, nous, on n'a pas eu du tout ce problème. Ouais, vous l'aurez peut-être, je sais pas. Peut-être. Apparemment, il y a des tensions sur les approvisionnements de ces produits-là. Et il y a beaucoup de magasins qui actuellement sont en rupture de stock de S1 II, le temps que le nouveau stock qui vient du Vietnam arrive. Bon, je sais pas si vous avez rien remarqué. Non. Ok. Donc peut-être que ça a concerné que les Américains. Donc on rechange de sujet. Koh-Lanta donc revient, mais on fait pas les news des médias ici. Ce qui a marqué tout le monde, c'est que pour la première fois, on a une grosse production qui fait partie des plus gros budgets des prods qui sont en France, qui fait une bande-annonce qui a été 100% générée par l'IA. Jusqu'à maintenant, l'IA, ça reste un peu confidentiel et compagnie. Là, clairement, au lieu de créer un set, de payer une boîte de prod et compagnie, pour la première fois,
on a un grand show qui utilise l'IA pour faire sa communication. Et comme là, je pense que maintenant, on va y avoir droit à chaque fois que quelqu'un utilise l'IA, tout le monde va lui tomber dessus. Il y a beaucoup d'internautes qui se sont émus de ça, quoi. Du fait qu'on perd de la valeur, que c'est plus les humains qui font ça. Que dans le premier commentaire, là, il n'y a aucune âme. Ouais, c'est ça. Il y a aucune âme. Ouais, et il y a quelqu'un qui dit un truc, on en parlera juste après, justement. Tout le monde déteste l'IA, mais tout le monde l'utilise. Donc, on en reparle un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un gros sujet avec l'IA et comment l'intégrer et l'image qu'on en perçoit et finalement l'utilisation qu'on en fait. Mais avant, vous savez, les JO d'hiver ont actuellement lieu en Italie. Et mine de rien, il y a quand même une petite révolution. Ouais. Je sais que toi, ça te plaît, ça. Bah ouais, on l'avait. Moi, on a commencé à voir les prémices et on en avait beaucoup parlé au JO 2024 Paris, où on trouvait que il y avait des nouvelles idées, il y avait des nouvelles choses, il y avait des nouvelles manières de montrer un événement sportif par l'image. Et là, on va le dérouler, mais sur ces JO d'hiver à Cortina, il y a encore des nouveaux trucs qui nous surprennent et qui amènent des nouvelles manières de voir ce qui se passe en fait sur ces événements sportifs par l'image. Ouais, en fait, ils sont allés plus loin, notamment dans l'intégration de drones FPV pour filmer les athlètes. Donc, il y a 25 drones FPV qui sont présents sur les épreuves. Alors, c'est vrai que filmer les JO d'hiver, c'est un vrai challenge, parce que filmer une descente à ski, tu vois, tu peux pas avoir un caméraman à côté. C'est des choses pour lesquelles on avait assez peu d'images. Jusqu'à maintenant, on avait des images. On va en parler après, mais même le bobsleigh, c'est pas facile, quoi. Clairement, on avait très très peu d'images. On avait des images en vue aérienne d'un drone qui était en plan large, donc on voyait le petit sujet et compagnie, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'images immersives. Et c'est la première fois finalement qu'ils autorisent entre guillemets à prendre un double risque. Ouais. Le premier risque, c'est que forcément le drone puisse percuter un athlète. Donc évidemment, tout est fait pour que ça arrive pas, mais le risque zéro n'existe pas. Le deuxième truc qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'un drone, ça fait du bruit. Un drone, ça fait une pollution sonore importante. Et jusqu'à maintenant, quand on entendait un skieur descendre, on entendait le public, là on entend majoritairement des bruits de drone. Donc si vous êtes déjà branché en regardant ces JO-là, vous verrez que on entend les bruits de drone quasiment sur toutes les épreuves. À la télé, les commentateurs et compagnie, on a ces bruits de drone. Donc ils ont estimé que pour la première fois, le bénéfice d'avoir ces images-là était supérieur au risque et à la pollution auditive que ça génère. Donc concrètement, on a 25 pilotes de drones FPV, là on voit les images qu'ils arrivent à produire, qui sont sur le bord de piste avec un casque FPV très classique. C'est des drones FPV qui sont pas des drones DJI. Les drones DJI sont vraiment pas assez puissants pour faire ça. On parle de drones qui sont capables d'aller jusqu'à 160 km/h. Pour la sécurité, ils ont été bridés à 130 km/h. Mais on parle de drones ultra rapides. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que ça fait des images où ils sont là, ils doivent passer sous les télésièges, on le voit à cet endroit-là. Donc c'est des vrais drones FPV entre guillemets custom qui sont pas des drones à grande échelle. Et donc je vous montre cette vidéo-là, mais on voit bien même en intérieur, je l'ai pas dit, mais la grosse nouveauté, c'est que c'est pas uniquement pour les épreuves extérieures. Donc ça pollue aussi, je disais le son, mais ça pollue les photos. C'est-à-dire que sur la majorité des photographes qui sont au 600 mm, on a un drone sur l'arrière-plan. Drone qu'ils ont pas le droit d'enlever pour des raisons éthiques. Mais c'est vrai qu'on le voit, le skieur et le drone. Là, regardez, il est dans toutes les photos. Regardez derrière, on a un drone. Donc c'est là aussi, regardez. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois les photos ? Ouais. Donc bon, c'est un parti pris, mais les photographes sportifs qui ont l'habitude de faire ces épreuves-là ont maintenant ce challenge-là. Ils vont devoir concevoir avec. Ouais, d'essayer de trouver une prise de vue où il y aura pas le drone. Et ils sont tout petits. Regarde ce drone-là, il fait la taille d'une main. Et donc, on peut voir des plans de bobsleigh comme jamais on avait suivi des descentes de bobsleigh. Et tout ça, ça arrive dans la régie d'OBS qui est chargée de la réalisation des JO. Et c'est eux qui, en temps réel, sont capables de proposer les images aux spectateurs. Et clairement, ça fait partie de l'évolution, j'imagine. Même si clairement, on voit bien, il y a des effets négatifs qu'il faut pas oublier. Ouais, c'est toi qui me l'as envoyé celui-là. On voit le bobsleigh, on voit les doigts du pilote FPV parce que on imagine bien que
ça doit être des pilotes d'FPV d'exception. Ça doit être les meilleurs au monde, les mecs. Voilà. Là, regarde la précision qu'il faut. On a un sentiment de POV qui est incroyable. Ouais. Ah ouais, donc tu vois, il est sorti, mais c'est incroyable à quel point c'est propre. S'il faut arriver à gérer l'accélération, c'est incroyable la prise de vue que ça fait. Alors qu'avant, ils étaient dans un tunnel et on les voyait pas. Ouais. Bah, on les voyait à des points de vue où il y avait des caméras qui étaient posées et en fait, ils passaient devant, quoi. Et là, la précision qu'il faut pour pas te prendre la glace et sortir proprement, magnifique. Et j'ai bien aimé ça. C'est un post sur Instagram qui a été partagé par un photographe en collaboration avec Caméra Nue, qui est un revendeur néerlandais, où j'ai trouvé intéressant. Il filme du coup le viseur. On voit du coup les collimateurs qui bougent sur le sujet qui avance. Et en même temps, alors là vous l'entendez pas, mais on a les commentaires du commentateur télé qui s'extasie un petit peu sur l'exploit réalisé. Et à chaque fois, on a un stop où on voit l'image réalisée, le collimateur, l'autofocus qui est bien passé, et je trouve ça hyper parlant. En plus de ça, avec le son, je vous invite à aller la regarder. C'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça, j'ai trouvé ça assez fun, ouais. Et la deuxième nouveauté, même si à chaque fois c'est des évolutions, ça arrive pas d'un coup, ils avaient commencé à faire ça sur les précédents JO, mais c'est la première fois qu'ils vont aussi loin, c'est que vous savez, ils sont capables de faire l'effet Matrix, où on est capable de voir sur un plan 3D, on est capable de tourner. Là, ils sont capables pour la première fois de générer des ralentis en temps réel de l'action. C'est-à-dire qu'ils filment à 360 degrés autour de l'action, mais c'est fait par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des caméras partout, il y a des caméras à des points clés, et les positions entre les caméras sont générées par une intelligence artificielle qui fait ça en temps réel. Et donc, derrière tout ça, on retrouve un géant chinois, puisque tout le cloud, toutes les datas, tout ça, c'est fait par le géant Alibaba. Donc, qui relie, évidemment, vous imaginez bien, des centres de données à ultra haute vitesse pour arriver à gérer tout ce flux de données. Des JO qui étaient diffusés en 8K, en tout cas pour certaines épreuves, notamment le patinage artistique, mais pas plus. Et la 8K, peut-être que c'est la dernière fois qu'on la voit sur les JO. Parce que ça a vraiment été aussi l'actu de ces dernières semaines, tout simplement. Pas de nouveau téléviseur 8K, mais une annonce que LG, Sony et TCL abandonnent en même temps les téléviseurs 8K. Considérés comme trop chers, trop gourmandes, sans contenu. Même en 80 pouces, la différence avec la 4K est quasiment invisible. Et donc la 8K, c'est quasiment terminé en fait. C'est-à-dire que le seul acteur aujourd'hui pour l'instant à continuer de faire des télévisions 8K, c'est Samsung. Mais ce marché de la télévision 8K ne pèse que 0,1% des ventes mondiales de téléviseurs. Ouais, je pense que il y a le sujet de la 8K qui coûte cher et qui par rapport aux besoins, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir de la 8K, je sais pas. Maintenant, il y a aussi le marché global de la télé qui est à mon avis pas évident. Il y a plusieurs tendances. Panasonic avait envisagé de vendre sa division télé il y a pas très longtemps. Il y a une fusion entre Sony, donc la gamme Bravia, qui est le nom des écrans Sony, où Sony confie maintenant la distribution, la fabrication à TCL, un géant chinois. Il se passe des choses, il y a des fusions, il y a des alliances dans le monde de la télé. Forcément, il y a un signe, que ça va pas forcément très très bien. Et Sony et TCL, en fait, ils ont décidé de créer une entreprise commune pour s'allier et allier leurs forces et leur expertise dans le domaine de la télé. Ouais, j'imagine que les gens continuent d'acheter des télés, mais je suis pas toi. Moi, ma télé, je vais la renouveler tous les 10 ans, tu vois. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. En fait, pour moi, c'est ça le problème, j'imagine. C'est que le repeat, il est très lent maintenant. Exactement. Il y avait eu un gros repeat au moment des changements de techno, quand on avait l'écran plasma, et puis après on a eu l'écran LCD, et puis après il y a eu l'écran LED. Voilà, là, je pense que ça commence à être un peu mature, et effectivement, on change pas. On va changer son écran soit quand il claque, mais bon, c'est quand même globalement assez fiable. Ouais, c'est ça, c'est rare. Ouais. Voilà, soit je sais pas si demain tu déménages, t'as un truc où et encore, tu réutilises ton écran, quoi. Puis après, moi personnellement, tu vois, même passer à une nouvelle télé, ça m'excite pas, tu vois. C'est une télé, c'est une télé. Je vois aucune différence. Je suis assez d'accord. Donc, je vous ai mis la vidéo de Pepe Garcia sur l'échec total de la 8K dans lequel il réagit à ça. Je suis quand même intéressé de savoir pourquoi ça a échoué. Donc, lui, les raisons qu'il donne dans cette vidéo-là, c'est que
bah en fait, il y avait aucun contenu qui était réellement produit en 8K, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de caméra qui permet de filmer en 8K. Donc il y a des technos, évidemment, il y a des choses qui existent, mais c'est pas quelque chose qui a été massivement adopté. Et lui d'ailleurs, même il parlait des cinémas. Il disait que les cinémas avaient mis 15 ans à passer à la 4K et ils sont juste en train de terminer la transition. Et que pour passer à la 8K, il faudrait 15 ans de plus. Et ils n'ont pas envie, en fait, de réinvestir et de tout changer. Et donc, finalement, la majorité des contenus qui étaient proposés en 8K, c'était en réalité de la 4K upscalée. Donc, ça avait l'impression d'un peu de netteté et compagnie, mais en vrai, c'était pas du vrai source 8K. Et Netflix et tous les réseaux de streaming en ligne, c'est pareil, ça va doubler la bande passante multiplier par 4, la bande passante de diffuser un contenu en 8K. Donc, ça les intéresse pas du tout non plus. Donc, en fait, ça intéresse personne. Apparemment, il y a des limites techniques qui sont quand même pas arrivées à surmonter puisque les processeurs qui étaient dans les télés actuelles coûtaient trop cher et surchauffaient trop pour arriver à traiter ce flux de 8K. C'est pareil, la bande passante des câbles HDMI est pas suffisante. Il faut revoir tout le process, en fait. Il y a rien qui va. Et les modèles de télé 8K coûtent 3 fois plus cher que leur équivalent 4K haut de gamme. Alors quand on met l'un à côté de l'autre, on avait du mal à percevoir une différence. Et en fait, pour réellement arriver à commencer à avoir une différence, il fallait un téléviseur qui soit au moins de 85 pouces et il fallait s'asseoir au moins à 2 mètres. En fait, c'est un ensemble de conditions qui fait que la technologie, elle est probablement prématurée et elle est probablement sans usage. Elle avait une volonté marketing de pousser, renouveler tous votre télé comme vous avez fait pour la 4K, achetez tous des télés, mais derrière, il y a la chaîne entière de 8K, elle n'était pas là. Et ça pose clairement la question maintenant on voit les boîtiers qui faisaient de plus en plus de 8K, il y a que Sony d'ailleurs qui, peut-être, ils étaient au cœur du truc parce qu'ils produisent les télés. Donc, il y a que Sony qui a pas cédé finalement à cette tentation-là de produire des boîtiers qui font de la 8K dans tous les sens. Mais c'est vrai que ça a posé la question, est-ce que demain, un boîtier qui sort en 8K 120, ça intéresse vraiment quelqu'un ? Il y a toujours l'usage du recadrage, qui est évidemment une utilisation qui est intéressante avec des valeurs de plan différents. On fait de la 4K à partir de la 8K. Mais la technologie de 8K, elle a l'air enterrée en début de cette année 2026. Là, j'ai l'impression que c'est fini. Et on retourne à l'IA avec Profoto. C'est vrai que au premier abord, c'est pas j'aurais pas lié Profoto avec l'IA. Tu te dis, mais Profoto, marque de lumière très très haut de gamme, utilisée par les plus grands professionnels. C'est une marque qui, je sais pas, moi quand j'entends Profoto, je trouve qu'il y a un côté prestige, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a une stature, c'est pas n'importe qui. Ouais, ils ont étonné tout le monde. De l'éclairage, quoi. C'est vraiment, et puis surtout, du coup, ils ont une communauté de photographes, puristes, on va dire, qui sont attachés à la marque et qui n'utilisent que ça. Et c'est vrai que, je comprends que, voilà, ça peut susciter l'indignation. Ouais, ils ont scotché tout le monde, en fait. Et même, tu te dis, mais comment ils y pensent pas, en fait? Et cette boîte-là, elle lance une campagne. Elle lance, en gros, une pub avec un nouveau produit. Et le titre de la pub, c'est « Oubliez les séances photos, oubliez les photographes, entre guillemets, et utiliser des générateurs de portraits par intelligence artificielle. » Et ceux qui maîtrisent la lumière peuvent donner un aspect réaliste aux images générées par l'IA. C'est comme ça qu'ils se positionnent. Et en fait, ils disent que eux, ils vont maîtriser la direction de la lumière, ils maîtrisent le contraste, l'intention. Et puisque ils maîtrisent à ce point la lumière, c'est eux qui sont le plus capables de créer une intelligence artificielle qui est capable de finalement de simuler n'importe quel shoot et de dire maintenant on n'a plus besoin des photographes pour faire des portraits. Prenez notre logiciel, vous allez tout faire générer par l'ordinateur. Et forcément, je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais leur public peut pas être content de ça parce qu'en gros, en fait, ils ont fait leur réussite et leur succès grâce aux photographes qui utilisaient leur outil. Aujourd'hui, ils disent, en fait, il y a plus besoin de ces photographes qui ont nourri notre business. Maintenant, achetez notre logiciel. C'est un peu compliqué. Vous avez plus besoin de nos clients. Presque, ils auraient pu dire ça. Un peu ça, ouais. Nos clients sont maintenant inutiles. Et ouais. Alors c'est très dangereux quand même parce que des pro photos, c'est des gens qui font à la base
du hardware, ils font des produits. C'est quand même, alors qui se développe une IA très bien, elle est peut-être très très bonne, hein. Mais il y a des gens, je pense, qui sont 100 fois plus gros et 100 fois plus en avance qu'eux là-dessus. Et j'espère qu'ils vont pas se brûler les ailes à essayer d'aller là-dessus et du coup, de fortes chances de perdre leurs clients historiques. Et à côté de ça, sur le marché de l'IA, avoir des mecs qui sont 100 fois plus en avance qu'eux et qui vont les bouffer, en fait. Ouais. Et ils ont dû évidemment s'excuser parce que c'est forcément mal passé. Et ils ont dit, au moins, nous avons réussi à attirer votre attention sur une IA. Nos compétences en communication ont fait défaut cette fois-ci. Merci de l'avoir signalé, de nous avoir tenus responsables et d'avoir participé à la conversation. Nous prenons votre métier très au sérieux. Rien que de devoir dire ça, c'est fou. Nous prenons votre métier très au sérieux. Ça veut dire qu'ils se sont pris une rafale. Sous-entendu, ils ont pas pris au sérieux le métier de leurs clients. Si vous avez vu la vidéo et suivi les discussions que nous avons menées au cours de l'année écoulée, vous savez qu'il ne s'agit pas de remplacer la photographie et la création d'images. Donc voilà, étonnant. Étonnant. Tu vois, les commentaires, c'était du style « Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez décidé que vous détestiez la photographie ? L'industrie photographie est au bord de l'effondrement à cause de l'IA et vous avez choisi de promouvoir l'IA. Êtes-vous conscient que lorsque les photographes disparaîtront, vous disparaîtrez aussi ? Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous contribuez à un monde où l'éclairage et les personnes vont devenir superflus. J'arrive pas à croire que j'ai investi dans du matériel pro photo pendant 15 ans. C'est une véritable trahison envers les photographes qui vous ont soutenu. Tu vois, beaucoup de réactions qui sont épidermiques, quoi. C'est pas juste un petit truc, vous vous êtes loupé. Et bon, forcément, moi, ça me fait penser à Artlist. On en a parlé dans les derniers épisodes avec Artlist qui, eux aussi, embrassent l'IA et eux aussi, entre guillemets, remplacent leurs clients. On va pas tourner autour du pot, tu vois. Là où avant, ils avaient besoin de gens qui leur donnaient des vidéos, maintenant, ils génèrent les vidéos. Et je me suis posé la question de comment ça va pour Artlist ? Finalement, est-ce que c'est un succès ? Et en fait, on s'aperçoit que ça va très bien pour Artlist. Parce qu'ils viennent d'atteindre 260 millions de dollars de revenus annuels. Donc ça, c'est du garanti récurrent, hein, parce que eux, ils sont à l'abonnement. Ils viennent de signer en 2025 une croissance de 50% par rapport à l'année précédente. C'est un chiffre d'affaires qu'ils n'ont jamais vu de leur histoire. Ils n'arrivent pas à recruter aussi vite qu'ils aimeraient et ils ont recruté 120 personnes et ils emploient maintenant 500 personnes. Donc évidemment, ils disent que leur mission a toujours été d'offrir aux créateurs la liberté de créer sans limite. Et si je dis ça, c'est parce que je comprends la polémique de dire ça trahit les anciens clients. Mais n'empêche que ces boîtes-là, aujourd'hui, les gens détestent l'IA, mais les gens utilisent l'IA. C'est-à-dire que c'est des boîtes-là qui, la question se pose, est-ce que dans 3 ans, si ces boîtes-là ne prennent pas le pli de l'IA, est-ce que dans 3 ans, ces boîtes-là ne mettront pas tout simplement la clé sous la porte ? C'est-à-dire un Artlist qui continue de vivre avec son catalogue de musique, son catalogue de plans d'illustration et compagnie, est-ce que dans 3 ans, tout le monde va pas trouver ça has-been face à des usines d'IA qui sont capables, avec un prompt, de créer le plan personnalisé dont on avait besoin, un plan que personne d'autre n'a, et on n'a pas tous le même, la musique qui correspond exactement. En tout cas, le fait est que le business model est validé, puisque pour Artlist, on voit à quel point l'entreprise est en croissance. C'est toujours le sujet des ruptures technologiques, en fait. Hein. Pour en revenir 2 secondes dans notre monde à nous, quand la photo numérique est arrivée, en fait, il y a des gens qui l'ont purement rejeté et qui ont même dénoncé ceux qui allaient disant « vous allez tuer les photographes, c'est pas de la photo, etc. » Et ceux qui ont dit ça, 10 ans après, étaient plus là, en fait. Et ceux qui se sont fait un petit peu chahuter en disant que fallait surtout pas accepter cette technologie, que c'était la fin de la photo, etc. Eux ont perduré. Donc c'est toujours le problème le problème entre guillemets quand il y a des ruptures technologiques très très fortes. Ceux qui sont visionnaires, si tant est que ce soit le cas là pour Artlist, et qui voient arriver quelque chose et qui y vont très très fort, forcément se font un petit peu taper dessus. Parce que c'est très très tôt, mais par contre, comme je suis assez d'accord avec toi, si ça va dans cette direction, ceux qui ne prennent pas le virage maintenant, est-ce qu'ils existeront toujours ? Ouais, c'est pour ça que je comprends les mois de Profoto, parce que ça a été très mal fait.
Mais je pense que les entreprises sont face à des dilemmes qui sont énormes, qui sont existentiels, tu vois, de se dire à 5 ans, si je prends pas le pli, si j'essaye pas de m'adapter, est-ce que j'aurais pas perdu tout mon chiffre d'affaires et il va me rester des clopinettes, quoi. Donc, je pense que c'est un défi pour tout le monde de savoir comment s'adapter par rapport aux IA qui arrivent. Voilà pour les news que j'avais envie de vous présenter. Plein de news, je trouve, assez intéressantes, assez différentes de ce qu'on a d'habitude. On va écouter un peu vos messages sur le répondeur et vos commentaires. Salut Damien, salut Douglas. Déjà, merci pour ce podcast qui fait l'animation de mes lundis pour le démarrage de la semaine à la salle de sport. Bon, ça c'était la petite parenthèse. La question porte, voilà, je suis nikoniste, j'ai un Nikon ZF qui me rappelait beaucoup une philosophie Fujifilm que j'avais découvert grâce à toi Damien il y a quelques années de ça. Donc j'en suis super content. Cela dit, je me lance dans une activité de photographe un peu plus intense. Donc ça restait un hobby jusque-là. Et aujourd'hui, je me pose la question d'un second boîtier, donc toujours chez Nikon. Et je me posais la question d'attendre un Z8 II versus racheter le même boîtier. Parce que je le trouve quand même très bon. Et puis pour le prix, je trouve qu'il fait pas mal de choses. Le Z8 étant plus cher, est-ce que c'est complètement idiot d'avoir le même boîtier ou est-ce que ça peut faire sens si on est satisfait juste pour avoir deux boîtiers avec deux optiques différentes? Salut Jérémy, écoute, merci, puis ravi de divertir ta séance de sport du lundi. Merci pour ton soutien et de suivre ce podcast-là. Pour répondre à ta question, moi je pense que si aujourd'hui tu ressens pas le besoin et de limite sur le ZF, et quand je pense de limite, je pense à la définition bien évidemment dans un premier temps. Deuxièmement, peut-être sur les specs un peu sportifs, donc rafale et autofocus et prise en main. Parce que c'est vrai que ce qui fait aussi la différence, c'est que le ZF, moi j'adore ce produit, vraiment. Par contre, voilà, il n'a pas la même prise en main, la même ergonomie qu'on peut avoir sur un Z8. Si tout ça te gêne pas aujourd'hui sur ton ZF, en fait, prends un deuxième boîtier ZF, parce qu'effectivement, il y a quand même un écart de prix qui est pas négligeable entre le ZF et le Z8. Ou alors attendre peut-être une offre comme il y a pu y avoir en fin d'année dernière, où parfois, voilà, il y a des moments où le Z8 tombe aux alentours des 4000, ou parfois même, il est en fin d'année dernière en dessous de la barre des 4000. Où là, ça peut être peut-être intéressant. Mais bon, malgré ça, il reste quand même beaucoup plus cher que le ZF. Donc, si t'en es très satisfait et que tu cherches juste un deuxième boîtier pour avoir deux optiques toujours montées dessus, moi, je te conseillerais de rester sur le ZF, qui est effectivement un super produit. Ouais, il y a aussi le Z5 II, qui est vraiment un des gros best-sellers là de cette fin d'année. L'avantage, c'est que en termes de complémentarité, le Z5 II, il y a une prise en main qui est, pour les gros objectifs, je trouve qu'on l'a mis en main. Il y a deux ports de cartes qui permet de, si on a besoin d'une sauvegarde de son contenu, parce que par exemple un jour on fait un mariage ou un truc comme ça, il permet de le faire. Donc et puis il est moins cher, je crois, que le Nikon ZF. Ouais, tout à fait. Moi je l'aime beaucoup aussi ce Z5 II. Peut-être que en termes de rapport qualité-prix, c'est probablement une des options les plus intéressantes si on veut pas deux fois le même boîtier. En attendant, et on en a parlé tout à l'heure, que Nikon arrive avec une nouvelle génération de produits qui, j'espère, va pas trop tarder vu les résultats. Salut Damien, salut Douglas. Je vous envoie un message parce que donc je suis nouveau dans la photographie et j'aimerais me lancer. Et je vais faire principalement de la photographie de paysage et de la nature et peut-être un peu d'architecture. Et du coup, je voulais peut-être me diriger vers un A7R4 et c'était pour avoir un avis sur le produit parce que je vois peu de monde faire des reviews dessus de nos jours et j'aimerais bien savoir si vous pensez que ça vaut toujours le coup ou si ça vaut plus le coup d'économiser pour un A7R5 peut-être d'occasion, même s'il y a genre 800 € je crois de différence de prix d'occasion. Donc voilà, je vous envoie un message pour avoir votre avis sur la 7R4 à l'heure actuelle, ou si vraiment la 7R5 lui met une grosse tempête, en sachant que je veux faire surtout de paysage, nature, architecture, pas forcément de sport, donc il n'y a pas non plus un besoin énorme d'avoir quelque chose de très très rapide. Maintenant, peut-être pour un peu d'animalier plus tard, mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'attendre plus, du coup, d'économiser un peu plus pour plutôt partir du coup sur un A7R5 que sur un A7R4? Voilà. Merci pour votre réponse d'avance et merci pour vos vidéos aussi, en tout cas. Merci. Ouais, c'est la question classique de est-ce que les anciens boîtiers sont encore dans le coup? Et la réponse, elle est évidemment oui. Dans le sens où les produits, justement, qu'on arrive à maintenant à trouver d'occasion. D'ailleurs, IPLN a beaucoup investi sur l'occasion. Donc, ils ont un gros choix avec IPLN. Et justement, sur ces produits-là, en fait, on se rend compte que on avait déjà des bonnes bases puisque c'est le même capteur qu'on a aujourd'hui sur la 7R5. Donc, évidemment, la 7R5
Il a essayé d'accélérer dans le sens où il a une meilleure rafale, il a un autofocus un peu meilleur avec la puce et à l'IA. Mais pour moi, en tout cas, il n'avait pas assez accéléré parce que j'espérais avoir plutôt un capteur empilé et ça me manque puisque finalement, on a exactement le même capteur. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que la 7R4 est toujours dans le coup. Alors, si on n'a vraiment pas besoin de vitesse parce qu'il a une carte SD qui, quand même, pour du 61 millions de pixels, fait que on a un buffer qui est pas très profond et on a une rafale qui va s'arrêter assez vite. Mais si on cherche juste de la définition, qu'on n'a pas besoin de grosses rafales, pour moi, la 7R4, c'est encore un produit qui est vraiment dans le coup. On le trouve à des prix où on en aurait rêvé avant. Donc, évidemment, la 7R5 aussi, si on a 800 € de plus, on arrive à avoir un peu plus en vidéo, notamment, puisque la 7R4 en vidéo était très limitée. Ouais. Mais on a un nouveau viseur aussi sur la 7R5. Donc, il y a des trucs, évidemment, qui font que la 7R5 est au-dessus. Mais quelqu'un qui cherche le meilleur rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt la 7R4. Salut Damien, Viltrox a sorti un téléconvertisseur 2 fois pour Sony, officiellement compatible avec les objectifs Sony et le Viltrox 135 mm. D'après de nombreux retours d'utilisateurs des forums Facebook et compagnie, on s'aperçoit qu'il est aussi compatible avec de nombreux objectifs Sigma, comme le 60-600, le 300-600, le 150-600 et le 100-400. Mais sans mise à jour de l'ouverture à x2 dans les exifs, rien de très gênant, ça sent encore l'entourloupe. Donc on avait parlé que Viltrox était en procès, qu'ils font des trucs parfois qui sont pas vraiment autorisés. Là, je pense que le téléconvertisseur, c'est exactement ça. Hein. Je pense que ils se sont arrangés pour que l'électronique ne passe pas de façon à ce qu'il ne soit pas bloqué. Je pense que ça doit être ça le truc. Hein. Donc l'appareil ne se rend pas compte que l'ouverture a changé, qu'il y a un téléconvertisseur et du coup ça continue de fonctionner. Bon, ça, moi j'avoue que c'est une manière de faire que je trouve. Enfin, quand c'est un petit acteur, pourquoi pas. Quand c'est un grand acteur comme Viltrox, je suis un peu étonné. En tout cas, moi, j'ai pas prévu de test de ça. Ils me l'ont pas proposé. Puis je sais pas si ça m'intéresserait. J'avoue que on sait pas trop comment se positionner sur ces trucs-là où à la fois tu sens que c'est en vente, quoi. Ça existe, c'est dans les magasins. Ouais, après, pour la curiosité, nous, on va les recevoir, j'espère bientôt, là. Pour la curiosité d'essayer de le bidouiller, de comprendre ce qui marche pas, pour essayer d'aller avoir des explications sur qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Mais ouais, j'ai hâte de l'avoir d'entre les mains quand même, moi, ce truc. Bah ouais, parce qu'un téléconvertisseur, ça vaut beaucoup trop cher. Et là, c'est vrai que à ce prix-là, je trouve que ça devient quelque chose qui est intéressant, qui permet de changer une optique. Donc, ça reste une belle option. Allez, autre commentaire de Plus Beau d'en haut qui me demandait « Salut Damien, tu migres de Vimeo vers quoi ?» Puisque j'expliquais que l'hébergement de mes formations qui était actuellement chez Vimeo, j'étais en train de partir, je pars vers quelque chose qui s'appelle Bunny, donc lapin en anglais, qui est un hébergeur qui va me coûter beaucoup moins cher que ce que me prenait Vimeo. Et Francine nous dit « Salut Damien et Douglas, il y a des rumeurs à propos d'un boîtier monochrome chez Fuji. » C'est une question. Y a-t-il des rumeurs? Je sais pas. La réponse, c'est non. Non, j'en ai pas vu, moi. Non, j'ai jamais vu de rumeurs. Et je comprends pas parce que, pour le coup, ça leur correspondrait tellement. Ah ouais, tellement. Tu vois, un XT5 monochrome, ou un X106 monochrome ou un XT5 monochrome, ça aurait beaucoup de sens. Je comprends pas pourquoi ils le font pas, parce que ça, là pour le coup, c'est leur positionnement. Mais non, il y a aucune rumeur sur ça. Allez, voilà qui conclut un nouvel numéro du podcast. Merci Douglas. Merci Damien, merci à tous. Et puis salut. Salut tout le monde. On se retrouve dans 3 semaines pour le prochain numéro.